Ils ne s'attendaient pas à une résistance. Ce fut leur première erreur. Le collectif Xarat avait répertorié plus de 6000 espèces conscientes réparties sur 4 bras galactiques. Certaines étaient hostiles, d'autres primitives, d'autres encore avaient leur moment de génie, mais toutes étaient prévisibles. Le collectif prospérait grâce à la compréhension, la classification et la domination par la logique. Sa supériorité ne venait pas seulement des armes. Elle venait de la connaissance de ses ennemis avant qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Ainsi, lorsque leurs sondes détectèrent les signes d'une colonie humaine non enregistrée aux confins du secteur 91 bêta, leur curiosité fut au mieux modérée. La Terre était tombée dans le silence depuis des décennies. L'humanité, dispersée et sans chef, était considérée comme éteinte ou assimilée. Quelle que soit la nature de cette colonie, elle serait gérable. Une simple mission de ratissage et d'étude, ils envoyèrent un vaisseau de recherche, modeste en armement, mais doté de nombreux capteurs. 5 analystes, 3 spécialistes en biologie, une unité de drone Warframe. Le commandant du vaisseau, Teryx Vel, ne s'inquiétait pas. Pas besoin de flotte, pas besoin de renfort. Après tout, il n'y avait que des humains. Le premier signal intercepté aurait dû déclencher l'alarme. C'était un son, déformé par le temps et les parasites, mais d'une cadence indéniablement humaine. La langue était un vieil anglais terrien, bourru et approximatif, surmonté d'une nuance plus récente. Un mélange de dialectes peut être, ou peut être autre chose. Tenez bon, s'ils marchent dans le fer, on les enterre dedans. Tenez bon, s'ils marchent dans le fer, on les enterre dedans. Vell a rejeté cela comme des données résiduelles de transmission civile lointaine jusqu'à leur atterrissage. La planète était fausse, trop calme, pas de vie sauvage, pas de bruit ambiant, juste le silence. Le genre qui ronge l'instinct et la mémoire, comme un prédateur qui retient son souffle. La Terre semblait sans vie, mais sous la surface, le métal scintillait. Leurs capteurs détectèrent des motifs inhabituels, non pas des structures naturelles, mais quelque chose d'artificiel, ancien, reconverti, humain, mais altéré, déformé. La colonie était construite sous terre, fortifiée de couches d'alliages inconnus, dont la moitié ne correspondait à rien de ce que la base de données de Jarrett contenait sur l'ingénierie humaine. Les structures étaient d'une conception brutale, acier épais, angles vifs et sans ornement, fonctionnelles, défensives, presque tribales. Ils pénétrèrent dans le secteur extérieur par un tunnel de détonation. Pas de bienvenue, pas de signal, juste de l'acier froid et des murs calcinés par un incendie depuis longtemps oublié. Puis ils trouvèrent le premier. Un homme, si on pouvait encore l'appeler ainsi, Grand, torse nu, les yeux comme du charbon ardent, la peau burinée et marquée de marques, rituellement, intentionnellement, son bras gauche avait disparu, remplacé par une sorte de membre mécanique autosoudé. Il ne broncha pas, ne courut pas, il resta simplement planté là, le regard fixé, comme si l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre ne signifiait rien pour lui. Comme s'il avait vu pire. Vell s'approcha, utilisant le protocole standard de premier contact. L'homme ne parla pas. Il cracha. Ce n'est que lorsque le drone le scanna qu'ils comprirent qu'il diffusait. Non pas avec des mots, mais avec des signatures thermiques, des tensions musculaires, des micro-expressions. Une détection de menace. L'humain avait mémorisé les schémas de leur scanner et leur fournissait de fausses données. Les jarrettes étaient étudiées, surveillées. Vell donna l'ordre de déployer des unités de reconnaissance plus profondément dans la colonie. C'était la deuxième erreur. En 2 heures, ils perdirent le contact avec les 7 robots de reconnaissance. Coupure de courant silencieuse, pas d'alarme, pas de rapport de dégâts, tout simplement disparu. Puis apparurent les symboles, gravés sur les murs, gravés sur les cloisons, pas de hasard, pas de décoration. Avertissement. Vous êtes venus pour disséquer, nous pour évoluer, pas de Dieu, pas de maître, que de l'acier et des os. L'un des analystes, paniqué, tenta de transmettre des données au vaisseau mère. Le signal ne quitta jamais la colonie. Un jeune humain, d'à peine 16 ans selon leurs estimations, entra dans la pièce, plaça une charge IM artisanale sur le relais et sourit avant qu'il n'explose. Il ne dit rien, mais il les regarda avec une force plus puissante que n'importe quelle arme. La pitié. C'est alors que Vell comprit que quelque chose clochait. Ce n'étaient pas des survivants. Ce n'étaient pas des réfugiés. Cette colonie ne demandait pas à être secourue. Elle ne priait pas pour retrouver la terre. Il avait pris racine.
construit des dieux de métal, transformé la guerre en culture, élevé ses enfants dans la peur, la fureur et la tactique. Et maintenant qu'ils avaient été découverts, ils étaient en chasse. La salle de briefing à bord du vaisseau de reconnaissance Jarrett était silencieuse, à l'exception du scintillement du flux holographique qui rediffusait les images. Le garçon humain pénétrait dans la chambre de relais, lançait un EMP-MP artisanal et observait nonchalamment le chaos se dérouler. Il ne broncha pas au flash ni au bruit. Il ne cria pas. Il se contenta d'observer. Le commandant Terixvel coupa la vidéo d'un geste brusque. Ce n'est pas une colonie, c'est un piège. Les analystes restèrent figés. Leur éducation ne les avait pas préparés à ça. Les humains étaient censés être imprévisibles, émotifs, intelligents par moments, mais globalement inférieurs. Ce qu'ils avaient rencontré n'était rien de tout cela. Il y avait chez ces colons une immobilité, une discipline qui n'était pas militaire, mais quelque chose de plus froid, de plus instinctif. Ces humains, commença un analyste, la voix tremblante. Ils n'ont pas seulement survécu, ils se sont adaptés, rétorqua Vell, plus silencieux que tous les prédateurs que nous ayons répertoriés, plus intelligents qu'ils ne devraient l'être. Le biospécialiste a ajusté ses visières. Ils se sont modifiés. Cet homme que nous avons trouvé, sa prothèse était fusionnée avec du tissu nerveux, mais il n'y avait aucun signe de rejet. Une intégration cybernétique autoconçue. C'est des centaines d'années en avance sur ce qu'il devrait être. Vell ne répondit pas immédiatement. Son regard se fixa sur la carte de la colonie, le peu qu'ils en avaient. Moins de 10% avaient été scannés. Le reste avait été brouillé par le brouillage des signaux et la manipulation de l'environnement. Ce qui signifiait une chose, il ne leur laissait voir que ce qu'ils voulaient voir. Les protocoles de surface, maintenant, aboya Vell. L'IA du vaisseau, un nœud froid et semi-conscient nommé K-Dixept, fit apparaître les plans de la colonie qu'ils avaient reconstitués. Des couloirs qui se chevauchent, des pièges sans issue, des sas qui ne mènent pas à l'extérieur, mais à des pièces sans issue. Toute la conception criait à la confusion délibérée. Toute la conception criait à la confusion délibérée. Ils ont construit un labyrinthe psychologique, murmura un technicien, comme s'ils savaient que quelqu'un allait venir, comme s'ils s'étaient préparés à notre arrivée. Ils ne se préparaient pas à nous, dit Vell d'un ton sombre. Ils se préparaient à tout. En bas, dans le labyrinthe qui était autrefois un espoir de survie pour l'humanité, les enfants étaient entraînés en silence. Un homme nommé Garin se tenait pieds nus au centre d'une chambre de pression. Son corps portait des cicatrices sur la poitrine, des lignes si profondes qu'elles ressemblaient à des mots écrits dans la chair. Sa voix était rocailleuse, ses mains étaient comme de la pierre. « Quelle est la règle ?» demanda-t-il aux 5 garçons agenouillés devant lui. « L'aîné peut être 10 ou 11 ans, répondit sans hésiter. Quels saignements peuvent être rompus? Et s'ils ne saignent pas? Alors on fait en sorte qu'ils le souhaitent. » Garin hocha la tête. « Bien. Encore une fois, les exercices n'étaient pas seulement physiques. Ils étaient mentaux. On apprenait à ces enfants à démonter des armes les yeux bandés, à pirater des codes étrangers basiques à l'oreille, à reconnaître des vaisseaux extraterrestres au bruit de leurs coques lors de la descente atmosphérique. Ils ne craignaient pas les jarrettes, ni même ne les détestaient. La haine était une perte d'énergie. Ils les étudiaient. Et maintenant qu'ils étaient arrivés, ils ne les haïssaient même plus. La haine était une perte d'énergie. Ils les étudiaient. Et maintenant que les jarrettes étaient arrivés, il ne restait plus qu'une seule voie logique. La guerre. De retour au vaisseau, Vell décida d'envoyer une équipe de 3 hommes enquêter plus avant, armés cette fois. Pas de robots de reconnaissance, pas de capteurs, de chair et d'armure. Le lieutenant Moran menait l'escouade, plus âgé, endurci et moins naïf que les chercheurs. Son équipe était équipée de fusils à rails cinétiques et de combinaisons environnementales adaptées aux zones à risque biologique. N'engagez le combat que si vous y êtes obligé, ordonna Vell. Entrez, visualisez, confirmez l'extraction de l'échelle de la colonie. S'il bouge, observez. S'il vous observe, reculez. Pas de supposition. Moran hocha la tête une fois. Il n'aimait pas ce travail. Le silence, le visage du garçon, la façon dont les humains n'essayaient pas de parler, de plaider ou de se défendre, les prédateurs ne s'expliquent pas. Ils attendent que vous mettiez le pied dans leur bouche. L'escouade se laissa tomber dans le même tunnel où le premier contact avait eu lieu. Mais cette fois, nul humain n'attendait. Seul un symbole, fraîchement gravé dans la cloison, profond et confus. Un crâne humain aux lignes rayonnantes comme des rayons de soleil. Un avertissement.
Ils avancèrent en formation. Les couloirs étaient désormais plus étroits, claustrophobes. De la vapeur sifflait des bouches d'aération. Des murs dégoulinaient de condensation mêlée de métal, de cuivre, de fer, peut-être de sang. Plus ils s'enfonçaient, plus la colonie se transformait. Elle ne ressemblait plus à un abri de survie, elle ressemblait à un terrain d'essai, des cages, pas pour les animaux, pour les humains. Certaines étaient encore occupées, mais leurs occupants n'étaient pas normaux. Un homme était collé à un mur. Des tubes métalliques parcouraient ses veines, ses yeux remplacés par des caméras. Il tressaillait, fredonnait, répétait un mot. Résiste, 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 encore et encore, comme une boucle de données corrompues. Ils ne le touchèrent pas. Un peu plus loin, ils trouvèrent une autre pièce. Un peu plus loin, ils trouvèrent une autre pièce. Celle-ci remplie d'ossements. Pas seulement humains, aliens aussi, anciens. Nettoyés. S avec un seau magnétique. Les murs pulsaient. Les lumières passèrent au rouge. Une voix résonna dans la pièce. Masculine, calme, humaine. Tu avais apporté des armes, intelligent, mais tu avais aussi ta peur. C'est là la véritable erreur. Marron aboya. Identifie-toi. Mais il n'y eut aucune réponse, seulement un grincement. Au fond, un panneau s'ouvrit et une silhouette en sortit, un autre humain, mais différent, plus grand, les épaules larges. Son visage était noirci par la suie, ses yeux brillaient faiblement grâce à une amélioration cybernétique. Il ne portait aucune arme. Il n'en avait pas besoin. « Qui êtes-vous » cria Marron. L'homme répondit simplement « Nous sommes ceux que la Terre a abandonnés. » Avant qu'il puisse réagir, du gaz siffla au plafond. Pas de poison, mais un stimulant siffla du plafond. Pas de poison, mais un stimulant hallucinogène, conçu pour perturber les combinaisons extraterrestres, griller les filtres, brouiller les données. La technologie Jarrett était trop avancée, prévisible dans sa complexité. Marin et ses hommes se mirent à tousser, leurs boucliers s'embrasant d'un rouge éclatant. L'humain avançait lentement, sans précipitation, sans peur, sans pitié. Il souriait. Des heures plus tard, seul Méron revint, seul. Il traversa le tunnel d'entrée en titubant, son armure brûlée, son casque à la main. Son visage était pâle, son œil gauche manquant. « Que diable s'est-il passé là, dessous ?» demanda Vell. Morant était assis sur le pont, tremblant. Il ne nous attaquait pas. Il s'entraînait avec nous. Comment ça ? Ils nous ont laissé entrer, nous ont laissé engager le combat. Tant de réactions mesurées, précision, adaptabilité. On était dans une simulation, un putain d'examen de terrain. Le sang de Vell se glaça. Ce ne sont pas que des survivants, murmura Marin. Ils construisent quelque chose, ils se préparent. Ils ne veulent pas retourner sur Terre. Ils veulent venir pour ça. La pièce se tut. Puis les alarmes internes du vaisseau s'allumèrent en rouge. Intrusion. La colonie ne les avait pas seulement laissés entrer, elle les avait infiltrés. 2 enfants humains, âgés de 12 ans maximum, émergèrent des conduits d'aération. L'un tenait un disrupteur d'impulsion fabriqué à partir de technologies récupérées. L'autre brandissait une lame taillée dans une dérive de vaisseau spatial. Ils ne dirent pas un mot. Ils attaquèrent simplement. Les robots de sécurité réagirent tardivement. Le temps qu'ils neutralisent la menace, un officier de Jarrett gisait mort, sa gorge tranchée avec une précision effrayante. Un autre avait été empoisonné par une égratignure. Les enfants furent tués, non sans avoir laissé un dernier message gravé sur le mur derrière eux. Fin de l'observation. Début du procès. Vell se tenait dans le centre de commandement des heures plus tard, scrutant l'atmosphère de la planète. Son visage était impassible, mais dans son esprit, les calculs s'emballaient. Ces humains n'étaient pas seulement imprévisibles, ils étaient incompréhensibles. Leurs enfants tuaient sans hésitation. Leurs aînés accueillaient la violence comme un rituel. Leur technologie était récupérée, laide, mais terriblement efficace. Et pire encore, ils n'avaient pas peur de la mort. Ils avaient été coupés de la terre pendant des décennies, peut-être des siècles. Et qu'avaient-ils fait pendant ce temps ? Transformer la douleur en but, la perte en loi, l'isolement en identité. Ils n'avaient ni Dieu, ni chef, seulement le souvenir de la trahison et la fureur qu'elle laissait derrière elle. Vell activa la balise de détresse. Ici, le commandant Vell du collectif Jarrett. Je lance une escalade de classe 5. Cette colonie est irrécupérable. Une purge immédiate est recommandée. Mais alors même qu'il prononçait ces mots, une petite voix dans sa tête lui murmura la vérité. Vous ne les purgez pas. Ils vous testent.
et vous venez d'échouer. Le commandant Vell avait vu de nombreuses formes de vie consciente au cours de sa carrière. Des civilisations sombrèrent dans le chaos après une seule bataille. Des espèces qui évoluèrent trop vite et s'éteignirent. Certaines préférèrent la mort à la résistance. Toutes avaient des schémas, de la prévisibilité. Mais ces humains, ces enfants oubliés de la Terre, n'avaient aucun schéma, pas de rythme, pas de reddition. Ils défiaient toute classification. Et cela le terrifiait plus que tout. Les corps des 2 enfants humains qui s'étaient infiltrés dans le vaisseau reposaient dans des unités de confinement. L'un avait une jambe cassée dont les os étaient fusionnés avec des tiges d'acier et des articulations en plastique. L'autre avait un cœur agrandi par génie génétique, 2 fois plus gros que la masse humaine habituelle, le rendant plus rapide et plus fort. Même mort, son corps semblait prêt à bondir. Le robot médical Jarrett avait scanné les 2 corps à 3 reprises. Ces enfants ne sont pas des enfants, finit-il par rapporter. Chronologiquement sous-développés, mais physiologiquement faits pour le combat. Densité osseuse renforcée, tolérance à la douleur anormale, glandes mémorielles stimulées. Ils ont été élevés et entraînés pour l'assaut tactique. Vell serra les mâchoires. Depuis combien de temps font-ils cela murmura l'analyste. Assez longtemps pour devenir autre chose. En contrebas, Garin se tenait au-dessus d'une fosse commune. Son peuple n'enterrait pas ses morts en silence. Ils restaient là, ils observaient, ils se souvenaient. Les enfants envoyés sur le vaisseau n'étaient pas pleurés comme des martyrs. Ils étaient célébrés comme des guerriers. 2 frères allumèrent le feu. La fumée emplit la caverne souterraine, tandis que des chants résonnaient bas et réguliers. Ni religieux, ni tribaux, mais plutôt ancestraux, chaque mot ancré dans la douleur et le feu. Garin plaça un tesson d'os dans sa bouche et le mâcha lentement. C'était un rituel, un rappel. On ne prie pas, dit-il au cercle d'hommes qui l'entouraient. Nous nous souvenons de ce qu'ils nous ont fait, de ce que la terre a oublié, de ce que les étoiles ont ignoré. Un jeune homme, d'à peine 20 ans, demanda « On frappe maintenant ?» Le regard de Garin se durcit. Le regard de Garin se durcit. Pas encore. On leur a laissé croire qu'ils pouvaient fuir. Il se tourna vers le mur, une carte de l'espace grossièrement gravée dans l'acier. Il toucha l'emplacement de la Terre. Ils nous ont abandonnés. Maintenant, nous revenons évoluer. Sur le vaisseau Jarrett, la recommandation de Vell de purger la planète fut rejetée. Le collectif n'a pas réagi rapidement au protocole d'extermination, surtout contre une espèce qu'il avait autrefois cataloguée comme quasi éteinte. La bureaucratie et l'arrogance les avaient toujours ralentis, et cette fois, cela leur coûterait cher. Au lieu de cela, ils ordonnèrent le confinement, l'observation. Vell jura dans sa barbe. Ils savaient ce que cela signifiait. Ils allaient tuer encore plus de ces hommes. Il appela Morant. « Tu veux toujours te venger ?» demanda Vell. Le cache, œil de Morant était neuf. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis l'embuscade. Mais, à ces mots, son silence se brisa. Ils ont tué mon escouade comme si c'était un jeu. Il est temps de retourner la situation. Vell a ordonné une équipe d'intervention. 12 soldats, armés jusqu'aux dents, blindés, des drones volant en formation. Morant les dirigerait. Leur mission n'était plus la reconnaissance. C'était la perturbation. Faites du bruit, a dit Vell. Incendiez leurs couloirs. Expulsez-les. Et s'ils ne venaient pas? Vell marqua une pause. Ils viendraient. Ils entrèrent par la trappe supérieure, différente du tunnel qu'ils avaient emprunté auparavant. La conception de la colonie était hétéroclite. Chaque secteur semblait avoir été construit indépendamment par des esprits différents à des époques différentes. Et pourtant, cela fonctionnait. Il n'y avait pas de chemins inutiles, pas de portes inutiles. Chaque centimètre carré avait une utilité. L'équipe d'intervention parcourut un couloir après l'autre, découvrant des salles de classe abandonnées, des forges rudimentaires et de profondes chambres de méditation emplies d'une épaisse fumée et de chants étranges. Mais personne. La colonie était étrangement silencieuse. Mais personne. La colonie était étrangement silencieuse. Trop silencieuse. Jusqu'à ce que le signal du drone soit coupé. Tous, simultanément. Morant n'attendit pas. Stack partit, armes levées. Puis le sol sous eux bougea. Ce n'était pas une trappe. Ce n'était pas une embuscade. Le sol lui-même trembla, comme s'il était vivant, et se fendit. 2 des soldats tombèrent en hurlant dans le vide. L'un d'eux heurta le flanc et rebondit, ensanglanté, les jambes brisées. L'autre avait tout simplement disparu. Les murs ondulaient, du métal organique, vivant ou presque. C'est alors qu'ils les virent, les ascendants, pas des humains ordinaires,
pas du genre de Garenne. Ceux-ci étaient plus grands, blindés biologiquement. Leurs yeux brillaient de rétines fusionnées. Leur peau s'était durcie, presque plaquée. La transformation n'était pas esthétique. C'était intentionnel, fonctionnel. C'étaient les humains qui avaient survécu dans les secteurs du laboratoire, où les expériences ne cessaient jamais. Sans un mot, ils attaquaient. Non pas comme des bêtes sans cervelle, mais comme des guerriers coordonnés. 3 soldats furent déchiquetés en quelques secondes. L'un d'eux se vit enfoncer son arme dans la bouche par un ascendant souriant qui utilisait son blindage comme levier. Morant tira sauvagement, touchant l'un d'eux au centre. La chose trébucha, mais ne tomba pas. Elle baissa simplement les yeux, toucha la blessure, puis sourit, comme si elle savourait la sensation. Maran cria dans son communicateur. « Évacuez, reculez. Ils ne sont plus seulement humains. » Vel observait la retransmission en direct depuis le vaisseau. Sa mâchoire se serra tandis que des cris résonnaient dans les haut-parleurs. Il donna l'ordre de retraite. Seuls 4 d'entre eux revinrent. Marin était parmi eux, traînant un soldat dont la jambe avait été sectionnée. Le pont du navire était inondé de sang. Les 2 autres étaient sous le choc. Marin s'agenouilla et leva les yeux vers Vel. « Tu n'as plus affaire à des colons. Tu as affaire à une ruche, mais pas à des insectes, pas à des drones, plutôt à des loups. » La voix de Vel était creuse. Ruche implique une reine. Morant sourit d'un air sombre. Ils n'ont pas de reine. Ils ont une croyance. De retour à la colonie, Garand se tenait devant un autel d'acier. À ses côtés se tenait l'ascendant qui avait survécu au tir de Marin. Il était jeune, à peine 25 ans, mais son corps était déformé par les améliorations. La cybernétique fusionnait avec la chair. Sa voix était grave, lente, calculée. « Ils se battent par peur, dit-il. Ils n'ont pas évolué au-delà de l'instinct. » Garin regarda le plafond, où subsistaient encore des peintures grossières de la vieille terre. « Incendie, ruines, familles abandonnées. »« Jamais, répondit Garin. C'est pourquoi ils doivent tomber, pas seulement les jarrettes. » Il toucha de nouveau le symbole de la terre, mais aussi les autres. Vel se tenait de nouveau à la fenêtre, scrutant la planète. Il avait déjà enfreint un protocole majeur en envoyant une équipe d'extermination. La prochaine décision scellerait son destin. « Préparez le canon orbital, » dit-il à K-17. L'IA hésita. « Cela violerait 4 codes d'engagement intergalactiques. »« Je suis parfaitement au courant. » Il se tourna vers Méron. « Vaporisons le noyau principal. Arrêtons-le. » Mais juste au moment où le canon visait sa cible, le vaisseau fut violemment secoué. Tirs en approche. Venu de la planète. Un javelot d'acier transperça le pont inférieur. De fabrication artisanale, lancé depuis la colonie grâce à des propulseurs atmosphériques et une propulsion inconnue. Un tiers du vaisseau perdit sa puissance. Les alarmes incendie hurlèrent. La voix de Cadix-7 se brisa. « Ils ont percé notre atmosphère avec des armes primitives, avec une précision redoutable. » Vel murmura. « Non, pas primitive. » Il ouvrit la caméra satellite et se figea. À la surface de la colonie, les humains avaient dessiné quelque chose d'énorme, gravé dans le sable, suffisamment grand pour être vu depuis l'orbite. Un symbole de guerre jarrette, inversé, et en dessous, écrit en anglais cru. « Maintenant on vous met à l'épreuve. » La planète n'était plus un mystère. C'était une déclaration. Ce n'était pas une colonie cherchant à survivre. C'était un terrain d'entraînement, un vivier pour une nouvelle humanité. Une humanité qui ne voulait pas revenir sur Terre en enfant perdu, mais en conquérant. Et le Jarrett, c'était la première épreuve. De la fumée rampait sur les ponts supérieurs du vaisseau Jarrett comme un être vivant. La coque gémissait tandis que la pression atmosphérique tentait de se stabiliser après la collision. Les lumières de secours peignaient tout d'un rouge morbide. Cadix-7, l'IA, avait détourné l'alimentation des systèmes non essentiels, mais la brèche avait paralysé les réacteurs inférieurs du vaisseau. Le commandant Vel resta silencieux, les yeux rivés sur le moniteur externe. La colonie était toujours là, intacte, prospérante. Chaque capteur pointé vers le bas racontait la même histoire. La colonie avait augmenté sa production d'énergie, transformé ses signatures thermiques en armes et commencé à émettre des champs de brouillage à partir de dizaines de petits relais mobiles. Il ne s'agissait plus seulement de se défendre. Ils s'enfonçaient dans l'obscurité pour la guerre. Ils ont construit ce projectile avec de la technologie récupérée, murmura un membre de l'équipage de la passerelle. Comment ont-ils réussi à viser juste? Vel ne répondit pas. Il pensait au symbole grossier gravé à la surface en dessous. L'emblème de guerre des jarrettes renversées, une insulte directe, un défi,
mais pas puéril. Numéro, ce n'était pas de l'émotion, c'était de la stratégie. Et maintenant, le commandant réalisa que les humains ne faisaient pas que réagir. Ils avaient 5 longueurs d'avance. En contrebas, dans les tunnels inférieurs de la colonie, un autre type de conseil de guerre se tenait. Garin se tenait parmi 5 autres, ni des officiers, ni des dirigeants élus, juste des survivants. Chacun avec une cicatrice qui aurait pu anéantir un homme plus faible. Ils s'appelaient eux-mêmes le corps. Ils n'étaient pas aux commandes par pouvoir. Ils étaient aux commandes parce qu'ils avaient vécu des choses que la plupart des hommes voudraient oublier. Le vaisseau est endommagé, dit le plus jeune, Malric, d'une voix glaciale. Un moteur hors service, leurs IA fonctionnant sur des cœurs réduits au minimum. Garin fixait la carte dessinée sur le mur, dessinée à la main, toujours mise à jour. Chaque point indiquait où l'appât avait été placé. Chaque quadrant s'allumait en fonction des mouvements de Jarrett. Il ne se contentait pas de surveiller le vaisseau, il suivait son comportement. Un autre ancien, Garak, prit la parole. On pouvait les frapper à nouveau, lancer une nouvelle frappe sur leur flanc blessé, couper le reste de la propulsion. Non, dit Garan en plissant les yeux, qu'il se sent acculé, qu'il saigne d'abord, dit-il en plissant les yeux, qu'il se sent acculé, qu'il saigne d'abord. Il regarda le garçon à côté de lui, une silhouette mince et silencieuse d'à peine 15 ans, portant un sac rempli d'explosifs et d'outils. Prends-en 4. Entre dans le puits supérieur, pas pour tuer, juste pour regarder, apprendre comment il meurt. Le garçon hocha la tête et disparut dans l'ombre. Sur le vaisseau Jarrett, Moran était à l'infirmerie. Il n'avait pas dormi depuis plus de 30 heures. Les analgésiques n'affectaient pas ses pensées. Ce qui le hantait, ce n'était pas la mort de son escouade, mais son caractère chirurgical. Les colons ne gaspillaient pas leurs mouvements. Ils ne se battaient pas avec émotion. Ils calculaient la peur, usaient du silence et chassaient par deux, tels des tacticiens chevronnés. Ils ne sont plus humains, murmura-t-il à voix basse. L'un des soldats blessés en face de lui leva les yeux. Alors, que sont-ils ? Répondit Morand sans regarder. Quelque chose de mieux. Vel entra dans la pièce, scrutant les blessés restants. Nous en avons perdu 9, dont 2 qui ont préféré s'autodétruire plutôt que de risquer d'être capturés. Moran ne broncha pas. On ne peut pas leur en vouloir. Cet endroit est impitoyable. Vel se pencha plus près. Il nous faut une voie d'accès, une faiblesse, quelque chose. Moran le regarda enfin dans les yeux. Tu ne le trouveras pas d'en haut. Tu vas devoir te vider de ton sang pour l'obtenir. Vel marqua une pause. Tu te portes volontaire ? Moran sourit d'un air sombre. Déjà emballé. Quelques heures plus tard, une capsule atterrissait dans le canyon, à l'extérieur de la colonie. Camouflée sous des débris atmosphériques, elle ne fut pas détectée par les capteurs de surface, sauf que les humains n'étaient pas des capteurs standards. C'étaient des enfants. Des observateurs, des coureurs, âgés d'à peine 10 ans, étaient déployés le long des falaises avec des lentilles artisanales et des outils de triangulation. Ils aperçurent la capsule, la laissèrent atterrir, puis la signalèrent par impulsion à ondes courtes et signaux thermiques. Moran ignorait qu'il était déjà repéré. Il se déplaçait rapidement, au ras du sol, évitant les anciens sentiers. Son itinéraire était clair, choisi après des années d'entraînement à l'infiltration. Il trouva une entrée non encore bombardée, que les cartes n'indiquaient pas. Elle menait à une pièce sombre, humide, emplie d'étranges murmures non électroniques, humains. Des dizaines de voix chuchotaient à voix basse, se chevauchant. Des prières sans aucune donnée, récitées comme des mantras, des codes de missiles, des maquettes de vaisseaux ennemis, des schémas anatomiques de soldats Jarrett. Il avança à pas feutrés, avançant entre l'ombre et l'acier, jusqu'à atteindre une passerelle grillagée. Sous lui se trouvaient des rangées de garçons, jeunes, concentrés, répétant tout ce qu'ils avaient appris des signaux ennemis capturés. Ils ne jouaient pas à la guerre, ils étaient façonnés par elle. Il le fixa, figé, non par la peur, mais par l'émerveillement. Une culture élevée sans réconfort, sans distraction, sans répit face à la froide vérité. La galaxie les avait oubliés. Alors ils n'oublieraient jamais ce que signifiait être une proie. L'un des garçons leva soudain les yeux, les fixant du regard de marin. Il ne dit rien. Il pointa simplement du doigt, et quelques secondes plus tard, l'alarme retentit. Marin courut, non pas par peur, mais parce qu'il savait ce qui allait arriver. L'ascendance. De retour à bord, Vel vit l'alarme s'allumer en rouge. Intrus détecté. Quadrant Delta 5. Son estomac se noua. Moran.
Les scanners du vaisseau tentèrent de suivre, mais le brouillage inonda le système. Seuls des fragments du signal parvinrent, flous, déformés, des cris, des pas, une voix, celle de marins, criant à travers les parasites. Ils ont monté une foutue armée ici. Puis silence, connexion coupée. La fois suivante où ils ont vu Marin, c'était sur une diffusion publique. Les colons ont piraté l'écran principal du vaisseau et l'ont diffusé. Moran était assis sur une chaise, attaché, meurtri, ensanglanté, mais pas brisé. À côté de lui se tenait Garen. Vel se leva de son siège de commandement. Coupez le son. Non, chuchota l'un des techniciens. Il le transmettait de son plein gré. La pièce devint froide. Garen parla calmement dans l'objectif. Ce n'est pas une déclaration de paix. Ce n'est pas une négociation. Il posa une main sur l'épaule de Moran. Cet homme est venu seul. Il n'est pas venu par peur, mais avec un objectif. Alors nous lui avons donné quelque chose en retour. Il recula. Moran releva la tête. Il fixa la caméra. Ce sont des rédivels. Ce sont plus que des soldats. Ce sont des croyants. Nous avons entraîné des machines à obéir aux ordres. Ces gens ont entraîné des enfants à mener des guerres. Un silence. Quittez cette planète avant qu'ils ne nous laissent vivre davantage. Vel n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il observait les étoiles par sa fenêtre brisée, se demandant combien de temps le collectif mettrait à réagir. Mais il connaissait déjà la vérité. Il ne réagirait pas. Les Jarrettes ne croyaient pas à l'escalade tant que la bureaucratie ne l'aurait pas autorisé. Et le temps qu'ils approuvent les représailles, cette guerre serait perdue. À l'intérieur de la colonie, le corps se rassembla à nouveau. Les ascendants montaient la garde, silencieux et immobiles. Malric murmura « Il les avertira. Ils en apporteront d'autres. » Garan hocha la tête. « Bien. » Il baissa les yeux vers une caisse et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des pièces, de la technologie Jarrett, récupérée dans des décombres, repensée. Nous allons construire quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, pas seulement des machines. Il regarda autour de lui. Nous allons envoyer un message à la galaxie. Il saisit un outil tranchant et gravait un mot dans l'acier à côté de lui. Souvenir. Ils avaient toujours pensé que l'humanité avait besoin d'être sauvée. C'était le mythe que la galaxie se racontait. Les colonies terrestres, celles laissées derrière lors de la grande expansion, étaient brisées, dispersées, s'accrochant à d'anciens dieux et à des rêves dépassés. Le collectif Jarrett ne craignait pas les humains. Il les plaignait, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que cette colonie, cette braise oubliée aux confins du secteur 91 bêta, rallume le feu de la manière la plus primitive qui soit, ni par la diplomatie, ni par la reddition, par le sang. Le commandant Vel était assis seul dans la salle d'observation du vaisseau. Le silence était trop pesant. Son vaisseau, autrefois symbole immaculé de contrôle, sentait désormais la rouille, l'antiseptique et la terreur. La retransmission de Moran tournait en boucle dans un coin de l'écran. On formait des enfants à mener des guerres. Cette phrase le hantait plus que la vidéo elle-même, non pas à cause de la sauvagerie, mais à cause de la précision. Il ne s'agissait pas de pillards sans but, ni de primitifs tribaux. C'étaient des tacticiens volontaires, élevés dans la trahison, éduqués à croire que tout le monde dans le ciel était un ennemi, car pour eux, tout le monde l'avait été. Un carillon résonna dans la chambre. La voix glaciale de Cadixept suivit. « Commandant, anomalie externe détectée. » Vel se leva rapidement. « Expliquez. » Objet non identifié lancé depuis la surface planétaire. Trajectoire, verticale. Vitesse, suborbitale. Arme, inconnue. Sur la planète, Garen se tenait au sommet de la tour de lancement. La structure était constituée de capsules de sauvetage en ruine, d'ascenseurs miniers et d'un réacteur de propulseur Jarrett récupéré. L'objet n'était pas une arme, mais un cercueil. À l'intérieur se trouvait le corps de l'un des leurs, un ascendant décédé lors de l'effondrement d'un tunnel lors du dernier cycle. Des centaines de fragments d'os, des pièces d'armure Jarrett déchirées et une série de mots griffonnés en 36 langues étaient fusionnés dans la coque. Nous ne sommes pas morts en silence. Nous n'étions pas perdus. Nous étions abandonnés. Puis le cercueil s'enflamma en entrant en orbite, une traînée de feu traversant le ciel. Mais il ne s'éteignit pas. La coque extérieure se détacha, révélant un émetteur relais. Il pulsa une fois, puis envoya un signal sur toutes les fréquences Jarrett connues. Nous revenons. Une colonie à la fois. La panique n'était pas quelque chose que les Jarrett comprenaient facilement, mais elle se répandit dans le vaisseau de Vel comme un poison. L'idée qu'un signal humain, non autorisé,
non enregistré, provocateur, ait violé le protocole militaire et interrompu le flux de commandement des jarrets? C'était impensable. Les analystes se bousculèrent. Les officiers se disputèrent. Cadix-7 commença à couper l'accès aux communications non essentielles pour empêcher la panique d'atteindre le nœud de flotte suivant. Vell regarda la traînée de flammes disparaître dans les étoiles. Il resta silencieux pendant près de 2 minutes. Ensuite, rappel de toutes les unités extérieures. Verrouillage interne complet. Préparez-vous à quitter l'orbite. Un officier subalterne hésita. Partir? Monsieur, le collectif n'approuvera pas le retrait. Vell se retourna lentement, le regard noir. Ils peuvent alors descendre ici et finir le travail eux-mêmes. Mais les humains n'en avaient pas fini. Ce cercueil en orbite, ce n'était pas qu'un message. C'était une diversion. Dans la soute du vaisseau, près des stabilisateurs arrière, quelque chose fit un clic, puis un sifflement, puis un clignotement. Un petit appareil, rien de plus qu'un morceau de métal et un fil de fer brut, s'activa. Son signal était faible, primitif, analogique, ce qui lui permit de contourner complètement les protections pare-feu de haut niveau du Jarret. L'appareil pulsa 3 fois, puis libéra une décharge de déstabilisateurs moléculaires, pas assez puissante pour détruire le vaisseau, mais juste assez pour faire disparaître le plancher. Une section de 10 mètres de coque s'effondra sur elle-même, ouvrant la voie à une capsule d'abordage, enfouie à l'intérieur du vaisseau depuis la dernière rencontre en surface, dissimulée dans les débris de la précédente frappe, et voilà qu'elle se dévoilait. Et de là sortirent 6 colons, pas d'ascendants cette fois, juste des humains, vieux, jeunes, calmes, efficaces. L'équipage n'avait aucune chance. Les colons ne tirèrent pas immédiatement. Ils désarmèrent, ne tuèrent pas, se déplaçaient comme des unités fantômes. Un technicien de Jarret se retrouva enfermé dans un compartiment avant même d'avoir vu les intrus. En 5 minutes, les colons avaient pris le contrôle des relais d'alimentation du vaisseau. À 10 heures, ils avaient coupé les systèmes de navigation avant. À midi, ils étaient sur la passerelle. Vell leva son arme de poing lorsque les portes s'ouvrirent, mais personne ne tira. Garin entra, vêtu d'une armure rudimentaire marquée de cicatrices gravées à la main et de souvenirs peints, noms des morts, lieux brûlés, dates oubliées de tous sauf des siens. « Vous pouvez tirer, dit Garin, mais alors votre équipage meurt. J'ai cartographié ce vaisseau. Vous appuyez sur la détente et je fais sauter les vannes de refroidissement de Sipon. » La main de Vell trembla. Garin s'avança et plaça le canon contre son front. « Vous savez ce qui nous différencie, commandant ?» Vell ne dit rien. La voix de Garin se réduisit à un murmure. « On s'en fiche de mourir. Nous tenons à ce qu'on se souvienne de nous. » Puis, d'un geste, il retira l'arme des mains de Vell. Aucune résistance, juste la stupeur. Car pour la première fois, Vell réalisa qu'il n'était plus l'espèce dominante de la pièce. Sur la plateforme d'observation, l'équipe humaine libéra les officiers Jarret survivants. Ils ne les torturèrent pas, ils ne parlèrent même pas. Il n'avait laissé derrière lui qu'un seul message griffonné sur la vitre, inversé pour être lisible de l'extérieur. C'était de la miséricorde. On ne prend que ceux qui valent la peine d'être appris. Puis ils ont disparu. Lorsque les renforts de Jarret sont arrivés 6 heures plus tard, le vaisseau avait été vidé de ses armes, de ses noyaux de données et de ses schémas classifiés. Et les humains disparussent. Retour dans les tunnels de la colonie. Retour au mythe. La nouvelle se répandit rapidement. Malgré les efforts de Jarret pour la dissimuler, les images fuyaient. La transmission de Moran, le cercueil orbital, les images de l'embarquement, coupées, granuleuses mais réelles. Et le pire, les mots. Nous n'étions pas perdus. Nous étions abandonnés. Cela résonnait dans les milieux militaires, chuchotait sur les radios indépendantes, était analysé par des sociologues qui avaient autrefois rejeté ces colons comme les vestiges sauvages d'une expansion ratée. Maintenant, il devenait une doctrine. À l'intérieur de la colonie, Garin se tenait devant un mur de noms, de nouveaux noms ajoutés chaque jour, non pas ceux des morts, mais ceux des convertis, des étrangers, des dissidents, des soldats oubliés qui avaient perçu le message et y avaient cru. La colonie n'était plus isolée. Elle se développait, non par conquête, mais par contagion ou par idéologie. Vell, désormais démis de ses fonctions, comparut devant un tribunal militaire de Jarret. Les accusations étaient lourdes. Négligence, engagement non autorisé, révélation de faiblesse militaire. Mais Vell ne put que contempler l'image finale qu'on lui montra, capturée par un satellite automatisé quelques jours après l'événement.
Une nouvelle structure s'était érigée dans la colonie. Pas une arme, une statue. 2 enfants debout côte à côte. L'un tenant un marteau, l'autre un morceau d'armure de jarrette comme un jouet cassé. En dessous, écrit dans un anglais tordu et irrégulier. Vous craignez notre faiblesse, mais nous l'avons transformée en arme. Vel n'a pas parlé pendant la sentence. Il n'y avait plus rien à dire. Il savait déjà. Ils n'avaient pas perdu de colonie. Ils avaient déclenché une guerre impossible à arrêter. La transmission dura moins de 20 secondes. Des parasites, puis une seule phrase. Des parasites, puis une seule phrase. Nous ne sommes pas les derniers. Nous sommes juste les premiers. Ça ne venait pas de la colonie humaine. Ça venait de 3 systèmes plus loin. Secteur 89, Gamma, région minière de l'espace lointain, contrôlée par Jarrett, verrouillée depuis près de 50 ans, avec une garnison entièrement intégrée et aucune population humaine signalée. Jusqu'à présent, le satellite qui avait capté le signal avait été détruit quelques secondes après l'envoi du message. Aucun survivant, aucune épave, juste le silence et la peur. Car s'il y avait d'autres colonies humaines, d'autres survivantes, la carte de la galaxie était erronée. La base de données de Jarrett était erronée. Tout ce qu'il croyait comprendre était erroné. Le grand inquisiteur Raltec, du tribunal central de Jarrett, frappa la table d'une main griffue. Ce n'était censé être qu'une note de bas de page dans l'histoire, une colonie morte, un désagrément. Les stratèges rassemblés ne dirent rien. Personne n'interrompit Raltec dans cet état. Il désigna l'holocarte flottante. Chaque point rouge était un cas connu de contact avec la résistance humaine depuis le signal du cercueil. 12. 12 en 4 cycles. Et ce n'étaient pas des attaques aléatoires. Chacune était coordonnée, intentionnelle, comme si quelqu'un les activait. L'un des généraux parla enfin, d'une voix cassante. Nous pensons que la colonie n'est pas seule. Ils se mettent en réseau, d'autres survivants ou croyants. Croyants, siffla Raltec. Insinuez-vous qu'ils construisent d'une religion? Non, monsieur, dit lentement le général. Ils construisent une mémoire. À l'intérieur de la colonie, Garin traversa la salle de la fonderie. Il faisait chaud, empli de fumée, de sueur et du martelage du métal. Des enfants, dès l'âge de 10 ans, apprenaient à façonner des armes à partir des os des navires tombés. Chaque coup était délibéré, chaque pièce d'armure, chaque plaque, chaque carreau, fabriqué non par des machines, mais par des mains. Non pas par manque de technologie, mais parce que c'était un rituel. Garin s'arrêta près de Malric, qui avait sensiblement grandi depuis les premiers raids. Son visage avait vieilli, ses mains ne tremblaient plus lorsqu'elle tenait une arme. Ils ont commencé à réagir, dit Garin. Malric hocha la tête en s'essuyant le visage avec de la graisse. Les autres, réveillés. 4 confirmés, 3 plus probables. Et le vaisseau, toujours fonctionnel. On a pris plus que du carburant. Le regard de Malric s'assombrit. On décolle bientôt. Oui, dit Garin, mais pas seul. Ailleurs, sur une lune de recherche dans l'espace de Jarrett, un scientifique extraterrestre nommé Draskel visionna à nouveau les images du cercueil. Quelque chose le hantait. Pas le message, le silence. Pas de cri, pas de supplication, pas de dernier mot. Qui que fût cet homme, enfermé dans ce cercueil orbital, il avait choisi de mourir ainsi, volontairement, sans armes, sans compromis. Draskel avait étudié de nombreuses espèces. Sans compromis. Draskel avait étudié de nombreuses espèces. Les martyrs étaient monnaie courante. Mais là, c'était différent. C'était un martyr calculé, un effacement volontaire pour un impact psychologique maximal. Et ça a marché. Parce qu'à chaque fois que ces images étaient diffusées, à chaque fois que quelqu'un les entendait, nous n'étions pas perdus, nous étions abandonnés. Quelque chose se brisait en eux. Pas la sympathie. La culpabilité, celle qui se propage, celle qui recrute. Dans un cargo à l'autre bout de la galaxie, une technicienne Jarrett nommée Loro Ten était assise en silence, regardant à nouveau la diffusion clandestine. Elle n'était pas militaire. Elle n'avait jamais vu d'humain auparavant, mais lorsqu'elle vit le visage du garçon qui tenait un casque de Jarrett fêlé et souriait comme s'il venait de surprendre un dieu, elle ressentit quelque chose. De la honte. Le collectif lui avait dit que les humains étaient finis, mais ce n'était pas le cas. Ils étaient simplement devenus autre chose. Dans un couloir sombre de la colonie, Méron se tenait aux côtés de Garan. Il était resté, après l'abordage, non pas comme otage, ni même comme invité. Il avait demandé à rester. « Tu es l'ennemi », avait dit Garan. « Non », avait répondu Morant. « Je suis la preuve que l'ennemi se brise. »
Il portait désormais une armure forgée grossièrement, avait conservé son cache, œil gauche, mais il ne portait plus d'arme jarrette. Il portait une lame forgée sur le vaisseau sur lequel il avait servi. Garan l'observa. « Vous avez formé des soldats, vous avez vu des empires. » Marin hocha la tête. « Alors vous savez ce qui vient ensuite ?»« Oui, dit Marin. Ils purgeront, et ils échoueront. » Garan ne sourit pas, mais il posa une main sur l'épaule de Maran. « Ensuite, nous leur apprendrons pourquoi. » Les jarrettes mobilisèrent tout. Sur ordre de Raltec, 3 flottes de guerre complètes furent déployées. Plus d'observations, plus d'analyses. Le temps de la compréhension était révolu. Les humains seraient anéantis, leurs colonies réduites en cendres, leurs souvenirs scellés dans des dossiers expurgés. La première flotte arriva en moins d'un cycle standard. Armés de dévastateurs orbitaux, de missiles gravitationnels et de drones en essaim, ils n'atterrirent pas. Ils tirèrent depuis l'orbite. La colonie resta immobile. Aucun bouclier ne s'activa, aucun chasseur ne fut lancé. Les jarrettes s'attendaient à voir la chaîne de montagnes entière exploser en poussière. Mais le silence fut total. Puis les capteurs longue portée de la flotte s'éteignirent. Puis les missiles disparurent de la surveillance. Puis le cuirassé au centre de la flotte implosa, sans avertissement, aucun contact, disparut. À l'intérieur de la brèche de la coque, un signal fut gravé à la main dans l'acier. Nous avons appris de vos armes. Maintenant, ils nous craignent aussi. Une semaine plus tard, le collectif reçut un message qu'il ne put ignorer. Un croiseur de guerre de classe Jarrett diffusait des images en direct. L'équipage ligoté est sorti vivant. Et au poste de commandement, un enfant peut être 11 ans, calme, marqué par les cicatrices, souriant. Il regarda la caméra. Ce vaisseau est désormais dans les mémoires. Puis le signal a été coupé. La rébellion n'était pas organisée. Elle n'avait pas besoin de l'être. Il suffisait d'une vérité. Ils avaient survécu. Il suffisait d'un message. Ils n'ont jamais été sauvés, jamais secourus, jamais même pleurés. Ils devaient devenir ce que la galaxie ne pouvait imaginer. Ils devaient devenir ce que la galaxie craignait. La peur se répandait. Et Garand, il observait tout cela en silence, car il savait ce qui allait suivre. La Terre, non pas pour se venger, ni pour pardonner, mais parce qu'elle avait oublié. Et il était temps qu'elle se souvienne. Le signal parvint à la Terre 6 cycles après avoir traversé l'espace Jarrett. À ce moment-là, les colonies étaient devenues silencieuses. Non pas par calme, mais par observation, par attente. La galaxie retenait son souffle. Lorsque la première impulsion décryptée perça enfin la grille de défense de sol, elle fut considérée comme un bruit parasite, un vieux bavardage colonial, défectueux, trop guttural, trop brut, indigne d'une réponse. Mais les mots finirent par arriver, ni criés, ni même avec colère, juste prononcés. Calme. Homme, ici la colonie échelon 9. Dernier contact, il y a 78 ans. Dernier ravitaillement, il y a 74 ans. Dernière demande d'aide, restez sans réponse. Nous ne sommes pas morts. Nous sommes devenus. Maintenant, vous vous en souvenez. Le message fut répété 5 fois avant de disparaître. La réaction de la Terre fut immédiate. Dans la salle du Conseil central, politiciens, généraux et dirigeants d'entreprises privées fixaient la vidéo dans un silence stupéfait. L'écran n'affichait aucun visage, aucune arme, aucune menace. Juste le contour d'une main d'enfant, marquée de suie et de sang, appuyée contre un mur d'acier. En dessous, les mots « Vous nous avez quittés. Nous avons appris à repartir ». Une conseillère murmura « C'est impossible. Ces colonies ont été déclarées mortes. Nous n'avions aucune trace de survivants. » L'un des généraux secoua la tête. « C'est bien là le problème. Nous n'avons jamais vérifié. » Un conseiller du président terrien se leva. « Ce n'est pas un appel à l'aide. Ceci est un appel à la réconciliation. » « Non, dit une voix au fond. C'était l'amiral Ryan, retraité, marqué. L'un des derniers officiers vivants à avoir commandé lors de l'effondrement de l'expansion. Il s'avança lentement. Ceci est un avertissement. Pendant ce temps, sur la colonie, Morant traversait les champs d'écho, où des pierres gravées portaient les noms de chaque enfant élevé sous terre, certains morts, d'autres ascendants, tous commémorés. Garan se tenait non loin de là, aiguisant une lame faite d'un alliage alien fusionné et d'acier au carbone humain. « Ils ont entendu, dit Garan. La Terre nous a enfin entendus. » Moran hocha la tête. « Comment veux-tu qu'ils réagissent ? Peu m'importe ce qu'ils disent. Ce qui m'importe, c'est ce qu'ils font. » Il regarda vers le tunnel où de nouvelles recrues, des déserteurs Jarrett,
Des contrebandiers aliens, de vieux marines terriens devenus rebelles, s'entraînaient aux côtés des humains comme des frères. Qu'ils viennent, qu'ils nous voient, on verra bien pour qui ils pleurent. Le collectif Jareth se désintégrait. Depuis l'échec de la purge, plus d'une douzaine de révoltes internes avaient éclaté dans leurs colonies périphériques. Le signal du cercueil était interdit. La possession était passible de dissection. Mais le message s'était déjà répandu. Mineurs, ingénieurs, colonies frontalières, espèces longtemps ignorées par Jareth, l'élite commençait à murmurer la même phrase. Nous ne sommes pas perdus. Ce n'était pas seulement le réveil des colonies humaines. C'était une idéologie, et les Jareth n'avaient aucune arme pour cela. La Terre a finalement réagi par une sonde diplomatique. Désarmée, propre, elle s'est posée aux abords de la colonie humaine avec une proposition de discussion. Paix, soutien. L'assistant Garin et son noyau se tenaient au bord du site de largage, observant le drone blanc, lisse et intact, se déployer telle une fleur mécanique. Il projeta une image holographique, celle d'un diplomate terrien, de sexe masculin, en costume, à la voix douce. Nous reconnaissons notre absence, notre abandon, et nous offrons nos plus sincères réparations, nos plus profonds regrets. Aidons à la reconstruction. Garin resta silencieux. Il s'approcha du drone, sortit un morceau de métal déchiqueté de sa ceinture, puis, avec une précision silencieuse, l'enfonça dans l'unité de projection. L'hologramme vacilla, court-circuita. Le boîtier du drone s'embrasa et s'effondra. C'est alors seulement que Garin parla. Le regret est doux, et c'est à cause de cette douceur que nous avons été oubliés. Il se tourna vers les autres. Nous ne voulons pas la paix, nous voulons la vérité. Nous voulons qu'il saigne la mémoire comme nous avons saigné la survie. Moran ne broncha pas. Les autres non plus. Ils n'applaudirent pas. Ils hochèrent simplement la tête. De retour sur Terre, le drone détruit renvoya ses dernières données. L'image qui ébranla le conseil de défense terrien ne fut pas le coup de couteau. Ce furent les yeux de l'homme qui l'avait commis. Froid, pas hostile. Juste méfiant. Comme s'il avait vu tous les mensonges d'une civilisation et qu'il avait cessé d'écouter depuis des années. Ils convoquèrent un sommet d'urgence et pour la première fois dans l'histoire de la Terre, ils posèrent la question que personne ne voulait formuler à voix haute. Que se passe-t-il quand les abandonnés refusent de rentrer chez eux? La réponse arriva une semaine plus tard. Un vaisseau spatial terrestre, un vaisseau scientifique privé, tomba dans une embuscade en espace neutre. Ses coordonnées avaient fuité. À bord se trouvaient des dossiers biologiques, des données coloniales originales et un historique complet et confidentiel des échecs de l'expansion terrestre. Tout cela fut emporté. L'équipage, épargné. Laissé à flot dans une capsule avec de l'oxygène, un seul message gravé sur le flanc. Gardez vos vies. Elles n'ont jamais été à la hauteur de nos espérances. La Terre commença à se fracturer. Certains voulaient envoyer une armée, d'autres voulaient les accueillir. Mais plus dangereux encore étaient ceux qui commençaient à adhérer à la colonie. Des hommes nés trop tard pour servir l'expansion. Des hommes élevés sous le silence et ayant enterré des archives. Des hommes qui regardaient maintenant les images du peuple de Garin et disaient « C'est nous qui aurions dû être là ». Ils commencèrent à graver la même marque sur les murs des cités souterraines de la Terre, une empreinte de main noire, et en dessous « Souvenez-vous de nous ou perdez-nous ». Les Jareth tentèrent une dernière frappe, un ultime mouvement désespéré. Ni armée, ni flotte. Une bombe, camouflée et comprimée, dépassa l'orbite de la colonie, dissimulée dans les débris d'un astéroïde. Elle était censée transformer toute la vallée en plasma. Elle n'atteignit jamais la surface, car les ascendants l'attendaient. Ils ont retiré la bombe de l'orbite grâce à des ancres gravitationnelles récupérées sur l'épave de Jareth, ont dévié sa trajectoire et l'ont envoyée vers le Soleil. Elle a explosé, une fusée si puissante qu'elle a atteint le ciel de la colonie. Mais personne n'est mort. Pas un seul. Seul un nouveau mot a été ajouté au mur cette nuit-là. Fais mieux. Dans les systèmes profonds, d'autres colonies ont commencé à s'exprimer. Un humain, un hybride, un secteur minier martien, autrefois considéré comme mort, s'est allumé. Un vaisseau prison, autrefois déclaré détruit, a répondu par un message codé. Nous nous souvenons encore de ceux que vous avez laissés brûler. Et puis, pire encore pour la Terre, une flotte terrestre rebelle a répondu. 7 vaisseaux de guerre, désormais loyaux à l'Union terrienne, saluèrent directement la colonie de Garin. Nous nous souvenons de ce que tu es devenu. Apprends-nous à faire de même. Dans la salle principale de la colonie, Garin se tenait devant une grande carte de la galaxie. Des marqueurs s'allumèrent,
chacun indiquant un lieu répondant au message, certains humains, d'autres non. Ils n'étaient ni une faction, ni une espèce, ni une croyance. Marin alluma une flamme sous la carte, non pas pour la détruire, mais pour jurer. « Les peurs de la terre reviendront avec la haine, dit-il. » Garin hocha la tête. « Mais nous ne revenons pas pour être entendus. Nous venons pour être ressentis. » Tout commença par un silence. Aucun avertissement, aucune déclaration. Juste tous les satellites orbitaux autour de la Terre se déconnectant simultanément. Les systèmes militaires bloqués. Les communications civiles bloquées. L'IA de défense a parcouru un code obsolète en boucle comme une crise. Pendant 43 secondes, le ciel terrestre est devenu muet. Puis un seul mot est apparu sur chaque écran, chaque moniteur, chaque implant rétinien, chaque appareil portable de la planète. Souvenez-vous, le premier vaisseau a percé les nuages à 0 heure, 200 au-dessus du Pacifique. Il n'était pas élégant, il n'était pas de fabrication terrienne. Cela ressemblait plus à une arme qu'à un vaisseau. Des pièces détachées de vieux cuirassés jarrettes, soudées avec d'épais alliages humains, marquées, noircies, construites sans élégance mais avec détermination. Les médias l'appelaient la couronne fantôme. L'armée la qualifiait de menace. Mais la colonie ne parlait pas encore. Elle atterrit au large des côtes californiennes, à l'écart de toute ville, en silence. Un geste d'attente, un geste psychologique, laissant le monde semer la panique sans dire un mot. L'amiral Ryan se tenait au quartier général de la défense de la Terre, regardant les images satellites, la mâchoire serrée, sans ciller. « Ils ne sont pas camouflés », marmonna un officier. « Ils veulent être vus. »« Ils ne sont pas camouflés », marmonna un officier. « Ils veulent être vus. »« Ils veulent qu'on cligne des yeux d'abord », dit un autre. Ryan ne dit rien. Ses yeux parcoururent la surface du vaisseau, des marques qui ne provenaient d'aucune base de données terrienne. Des cicatrices, des noms, des marques de comptage gravées sur la coque, chacune un souvenir, chacune une tombe. À l'intérieur du vaisseau, Garin se tenait sur le pont d'observation. Lui non plus ne parlait pas. À côté de lui se trouvaient 2 enfants, tous 2 en armure, tous 2 silencieux. Malric sortit de l'ombre, portant désormais un nouveau symbole sur la poitrine. Le drapeau terrestre brisé, fendu en 2, avec une empreinte de main noire gravée dessus. « Ils attendent que nous exigions quelque chose, » dit-il. Le visage de Garin resta indéchiffrable. « Nous n'exigeons rien. » « Alors que faire ?» Garin expira. « Nous leur montrons le prix à payer. » La rampe s'abaissa sur le sol terrestre à l'aube. Aucune armée ne sortit. Aucune arme ne sortit. Seulement 7 humains. Garin les menait, pieds nus, sans armes, vêtus d'armures forgées par des années de souffrance que personne n'osait compter. Chacun d'eux posa le pied sur terre, comme s'il s'agissait d'un territoire étranger, loin de chez lui, de l'histoire. L'armée terrestre observait depuis les crêtes, des tireurs d'élite, des drones, des méchas de défense armés. Mais aucun ordre de tirer n'a été donné, parce que quelque chose dans leur démarche a stoppé net la logique. On ne tire pas sur des fantômes à leur retour. On attend de voir s'ils se souviennent encore de saigner. Au Sénat Terran, une session extraordinaire a eu lieu. Pas de caméra, pas de presse. Garin, debout devant les mêmes hommes et femmes qui avaient signé l'ordre d'abandon des décennies auparavant. Leurs successeurs, leurs héritiers, leur héritage impeccable. Le président se leva. « Que voulez-vous » Garin regarda la salle, calme, silencieux. Garin regarda la salle, calme, silencieux. « Nous ne voulons rien. » Le silence s'abattit. Il s'avança lentement. « Vous nous avez quittés. Vous nous avez oubliés. Et maintenant, les étoiles se souviennent de nous mieux que notre propre sang. Le président a réessayé. Nous reconnaissons la perte. C'était catastrophique. Nous n'avons pas pu garder le contrôle de toutes les colonies. Vous n'avez pas perdu le contrôle, » coupa Garin. « Vous avez laissé partir les faibles, les gênants, ceux qui ne pouvaient pas payer le prix. » Il se tapota la poitrine. Nous étions le prix à payer. Plus tard dans la nuit, Garin se tenait près de la digue terrestre, surplombant les ruines du vieux San Francisco, une ville à moitié sous les eaux, abandonnée à l'abandon par la montée des vagues. Malric le rejoignit. « Ils essaieront de rendre hommage, » dit Malric. « Argent, terre, excuses. » Garin ne répondit pas. « Ils ne comprennent pas ce que nous sommes devenus, » poursuivit le garçon. « Nous n'avons plus besoin de nourriture, plus besoin de carburant. Nous avons nos propres étoiles maintenant. » Garin hocha lentement la tête. « Je sais. » Il regarda l'horizon, vide et scintillant sous un monde trop occupé à faire semblant d'être propre. « Mais ils ont besoin que nous leur pardonnions. » Et,
Le visage de Garin se durcit. Nous ne le ferons pas. Le lendemain, un enregistrement fut envoyé sur Terre, volontairement, sans menace, sans cryptage, juste la vérité. Garin se tenait devant un mur noir, la main posée sur un morceau d'acier récupéré dans un tunnel de colonie, une plaque de métal jarrette gravée d'un seul mot, oublié. Il fixait la caméra. La Terre nous croyait morts, mais ce n'était pas le cas. Nous vivions dans l'obscurité. Nous vivions dans le froid. Nous enterrions nos fils près des générateurs. Nous arrachions le métal des navires venus nous brûler et construisions des maisons avec leurs os. Nous apprenions à nos enfants à tuer les dieux parce que les hommes avaient oublié comment croire en eux-mêmes. Il marqua une pause. Nous ne sommes pas venus ici pour vous faire du mal. Nous sommes venus ici pour vous montrer ce que vous faisiez. Partout sur Terre, les gens observaient en silence. Dans les ruelles, les rebelles allumaient des bougies. Dans les usines, les ouvriers passaient la bande-son en boucle. Dans les bâtiments municipaux, les dirigeants étaient assis, le visage rouge et tremblant. Car ce n'était pas de la colère, ce n'était pas la guerre, c'était pire. C'était un jugement. Puis la colonie envoya un dernier acte. Une capsule. Lancée depuis l'orbite, elle ne heurta rien. Il atterrit en douceur au milieu du jardin mémorial Terran, où des statues de colonies disparues se dressaient comme des hommages creux. La capsule s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite boîte. À l'intérieur de cette boîte, une paire de bottes, petites, taille enfant, couvertes de sang séché et de cendres, et un simple mot, « Voilà ce que vous avez laissé derrière vous ». Le gouvernement Terran ne répondit pas. C'était impossible. Que dire quand les morts reviennent et parlent mieux que les vivants? Qu'offrir à un peuple qui s'est élevé dans le sang et le métal et n'a jamais oublié? Dans le vaisseau de la colonie, tandis qu'il s'élevait silencieusement de l'atmosphère terrestre, Malric regardait les villes disparaître sous les nuages. Avait-il compris le message? Demanda-t-il. Garin ne baissa pas les yeux. Ils ne l'oublieront jamais. Malric hocha la tête. Et maintenant? Garin se retourna. Maintenant, nous enseignons au reste de la galaxie ce que signifie ne plus jamais être abandonné. Le ciel engloutit leur vaisseau, mais la terre ne fut plus jamais la même, car chaque enfant né après ce jour apprenait une nouvelle histoire, non pas celle des héros, mais celle des survivants. Et chaque fois que quelqu'un regardait les étoiles, il se souvenait. Il y a des humains qui n'avaient pas besoin de pardon, seulement de souvenirs, et ils l'ont obtenu, à leurs dépens,